La radio ici maintenant sur 95.2, le magazine Énergie Positive, Laurent Fent avec vous, ainsi que Patrick Burenstenas pour nous parler de l'alchimie. J'aimerais aussi, Patrick, qu'on puisse aborder un élément dans cet esprit d'être créateur, parce que c'est ce que tu viens concrètement de nous dire. Nous sommes créateurs. J'aimerais qu'on puisse aborder la part de nos sentiments. Parce que là, on a abordé les pensées sont créatrices, on a dit que le verbe était créateur et que certains mots bien spécifiques, actes magiques, auraient plus d'incidence pour finalement faire en sorte que ma bulle se consolide, si je puis dire, ou qu'elle devienne plus tangible, que mon monde, mon univers devienne plus tangible, mais dans la matière. Donc je ne sais pas si ça colle avec le fait de se rapprocher de la paroi de la bulle de mon univers ou pas, mais de parler des cycles. Les cycles, de même que tu le disais tout à l'heure, finalement, dans la manière dont tu as pu, toi, être derrière ton creuset, être dans vraiment la partie très, très active, expérimentale du labor, et puis en même temps, tu nous dis, bon, bah, maintenant, j'ai passé un peu ce cap, et je suis plus dans le fait de transmettre. Et c'est pas un choix que tu nous dis avoir fait, c'est que il y a un trop-plein, et ce trop-plein doit se vider, sinon il explose. Donc on peut se poser la question sur la notion peut-être du libre arbitre. Finalement, si ce qui t'est arrivé dans ce train t'arrive comme ça, si t'as pas choisi, bon t'as pas choisi, ok. De même que de choisir la voie de la physique, après de l'alchimie, savoir si réellement t'as choisi ce cursus-là. De même que certains alchimistes restent peut-être à certains jalons. Peut-être parce qu'ils ne perçoivent pas cet événement acausal qui arrive et qui leur permettrait de passer sur le jalon suivant. Alors qu'ils cherchent, ils répètent, et puis ils avancent pas, et ils se prennent peut-être la tête, ils en arrivent à se suicider, genre c'est fichtre rien. Il doit certainement y avoir des cas comme ça, s'ils ne font pas exploser. En tout cas, tu as passé des étapes, et ces étapes s'inscrivent aujourd'hui là où tu en es, et je reviens sur cette notion de cycle. Euh, Il y a des équinoxes, il y a des solstices, il y a des saisons, il y a des grands cycles, des intercycles, bref, des poupées gigognes, encore une fois. Et dans ce sens-là, est-ce que ces cycles nous amènent à descendre dans ces 10 dimensions, de même qu'à un moment donné, elles nous amènent à remonter à la source? En quoi les cycles, pour toi, sont importants dans la manière dont nous évoluons? Bah déjà qu'il y a quel cycle? Il y a des grands cycles, il y a des cycles sidéraux. On dit qu'il y a un cycle de 225 000 ans dans notre univers. C'est un peu comme quand on laisse tomber une goutte d'eau à l'intérieur d'un verre, on s'aperçoit qu'il y a une vague et qu'elle va frapper sur les bords puis qui revient. Donc il y a cette vague et tout qui se promène un peu tous les 225 000 ans. Elle est arrivée, dit-on, en juillet 98. Et que si notre monde est comme ça aujourd'hui, bah, c'est parce que cette vague a balayé un peu notre univers. Alors après, on a des cycles historiques. Le cycle d'une civilisation, à peu près, chez nous, c'est 2000 ans. C'est-à-dire tous les 2000 ans, eh bien, il se passe quelque chose. D'ailleurs, qui est très curieux, parce qu'on s'aperçoit que le Cro-Magnon, il est arrivé il y a moins 30 000 ans, que notre histoire commence à moins 5000. C'est-à-dire que pendant 25 000 ans, il n'a rien foutu. Ce qui est très étrange, parce que déjà il y a 30 000 ans, il était intelligent. C'est-à-dire que c'est l'homme comme aujourd'hui. Donc pendant 25 000 ans, il n'a rien foutu, ce qui est très étrange. Encore une fois, si on avait compté tous les 2000 ans, bah, il y a quelques civilisations peut-être qui se sont succédées. Et on va dire, oui, mais pourquoi on n'a rien trouvé dans ces civilisations? Bah, qu'est-ce qu'on connaît des Égyptiens aujourd'hui, par exemple? Par les pyramides, on ne connaît pas grand-chose finalement. Donc ça date seulement de je veux dire, moins 4000. Alors imaginons des civilisations, moins 10 000, moins 15 000, moins 20 000, on ne trouverait même pas un cure-dent. Et puis si on trouvait quelque chose, bah, peut-être qu'on l'assimilerait à des civilisations qu'on connaît. Donc déjà cette vision du monde, ce cycle-là de civilisation, il l'a. Après on a des cycles du Soleil. Le cycle du Soleil, c'est un cycle de 11 ans. Et on s'aperçoit que quand il y a des taches solaires, il y a des événements sur Terre.
Ce qui est logique finalement, parce qu'on peut imaginer quand il y a des explosions solaires, les radiations arrivent sur Terre, c'est de l'agitation, et comme cette agitation, bah, on la prend, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Donc on va l'utiliser, évidemment, cette agitation, soit pour taper son voisin, soit pour... Et donc ça va être en corrélation, c'est des cycles qui ne sont pas humains, mais qui secouent la fourmilière, quoi, et qui font qu'on va se passer quelque chose. Alors après, il y a les cycles naturels, qui sont effectivement les solstices et les équinoxes. Et évidemment, c'est des périodes qui sont très importantes d'un point de vue à la fois symbolique et d'un point de vue métaphysique. C'est que toutes les fêtes qu'on a calées dans toutes les civilisations sont calées là-dessus. Alors pourquoi? Parce que c'est facile à repérer finalement. C'est-à-dire qu'il suffisait de mettre un bâton par terre et de regarder quand l'ombre était la plus longue, puis quand l'ombre était la plus courte. Et puis après, perpendiculairement, on avait les solstices et les équinoxes. Alors, après, il y a des raisons symboliques à ça. Et il y a des raisons de cycle de vie à l'intérieur qui sont des cycles naturels. La nature, c'est que c'est sûr qu'au printemps, eh bien, ça naît d'une constante pourtant géophysique. C'est-à-dire qu'autour de la Terre, il y a les ceintures de Van Allen qui sont des ceintures de radiation. Et ces ceintures de radiation, elles créent des entonnoirs en haut et en bas. Et comme la Terre est inclinée sur son axe, eh bien, par rapport au Soleil, en hiver, l'entonnoir est fermé. Quand on est au printemps, elle commence à s'ouvrir. Quand on est à l'été, c'est complètement ouvert. Puis quand on est à l'automne, ça se referme. Donc c'est la manière dont l'énergie de l'univers arrive dans notre monde. Et évidemment, quand l'énergie arrive dans notre monde, bah, c'est pour ça que c'est le printemps. Parce que comme il y a de l'énergie, la nature l'utilise pour le faire. Mais ça veut dire aussi que si c'est le printemps pour les plantes, pour nous, c'est une énergie vivifiante. Donc cette énergie du printemps, ça va être une fête où eh ben, on va se remettre à vivre dans le monde. Donc on va faire des fêtes, les fêtes du mois de mai, toutes les fêtes que les Celtes ont utilisées, hein, les fêtes Beltane par exemple, qui est un pléonasme. Beltane, c'est Bélénos, c'est Tane le feu, donc c'est deux fois le feu en réalité, mais ça veut dire que c'est la naissance, mais ça veut dire aussi que c'est l'engagement. Parce qu'il y a une histoire, c'est que quand les dieux sont arrivés, ils sont venus en bateau, et ils ont mis le feu au bateau pour être sûr de ne pas repartir. Donc il faut être drôlement motivé, hein. Et ça, c'est ça les feux de Beltane. Et on dit que c'est l'aurore. La lumière qu'on voit, c'est les bateaux qui brûlent. Donc c'est le symbole aussi de l'engagement. Alors pour l'alchimiste ou pour le cherchant, c'est l'engagement sur le chemin. Et c'est ça quand on dit bah, c'est un initié. Initié, ça ne veut pas dire que il arrive au bout, ça veut dire qu'il débute. Comme initier quelque chose, débuter quelque chose. Et donc, bah, on a calé sur cette fête-là un vrai phénomène. Et puis après, bah, on a l'été. Et là, quand on a l'été, c'est les solstices d'été qui deviennent les Saint-Jean, par exemple, pour la chrétienté, et qui sont des fêtes de la moisson, des fêtes où on récolte les fruits de son travail. Alors évidemment, d'un point de vue symbolique, pour l'alchimiste, ça va être quelque chose d'important, récolter les fruits de son travail. Il est laboureur de la nature, et donc il a planté des métaux, et c'est ces métaux qu'on poussait finalement. Et puis enfin, on va arriver à l'automne. Là, l'automne, ça va être Samhain. Ça va être la Samhain, c'est s'enfoncer à l'intérieur de la Terre. Alors généralement, c'est là où on déprime. Pourquoi? Parce que nous, on est toujours dans cette agitation, et là, c'est une période, au contraire, où on doit commencer à devenir immobile. Alors quand on a compris ça d'un point de vue initiatique, on accepte cette immobilité, et on se dépouille, parce qu'on doit arriver devant la déesse de la Terre complètement dépouillée. Et si on réussit à le faire, on s'enfonce à l'intérieur de la Terre et on retourne à l'hiver cette fois, la Saint-Jean d'hiver, le solstice d'hiver, où là, c'est la renaissance, c'est la bascule de l'autre côté. Ça est devenu Noël puisque c'est Néo-Hélios, c'est le nouveau soleil. Et alors, on voit toutes ces fêtes qui se superposent depuis la nuit des temps et qui racontent toujours la même histoire. Alors évidemment, quand une nouvelle religion arrive, pour pas qu'on soit dépaysé, on les met quasiment à la même époque et elles racontent quasiment la même histoire. Et on a des transpositions qui sont complètement directes. Par exemple, pourquoi à Pâques, il y a des lapins? Et pourquoi il y a des œufs de Pâques? Je veux dire, quel rapport avec la religion chrétienne? Bah aucun. Parce qu'en réalité, c'est une fête celte. Et c'était la fête de la déesse Astara. Et cette déesse Astara, c'est la déesse de la fécondité. Et comme c'est la déesse de la fécondité, on lui apportait des œufs, symboliquement, parce que c'est là où ça va pousser. Et évidemment, la fécondité, c'est les lapins. Donc,
On a mis des lapins, puis on a mis des œufs. Puis après, quand la chrétienté, on a mis la fête de la Renaissance, puisque c'est la Renaissance du Christ. Donc cette Renaissance va être associée à la vieille déesse, où on va rajouter des lapins et on va rajouter des œufs. Après, on a fait l'histoire avec les cloches qui partent à Rome, puis qui reviennent. Il a fallu trouver une histoire. Mais on voit que c'est toujours ces cycles, justement, fondateurs de l'humanité, sidérale, parce qu'on habite ici, et parce qu'on se trouve dans le cosmos comme ça, qui font que cette énergie de l'univers rentre sur la Terre à différents moments, puis n'est plus sur la Terre. Et sentant ça, on a calé ça à des archétypes, à des histoires, peut-être pas que des archétypes, peut-être que les élémentaux, faites les fêtes, peut-être qu'eux aussi, ils ressentent l'arrivée du printemps, l'arrivée. Quand vous arrivez au printemps dans une forêt et qu'on voit que tout pousse et qu'on voit qu'il y a une espèce de truc dans l'air, on le voit, hein. Quand le printemps est là, je veux dire, tout le monde le sent. On n'a pas besoin de mettre le nez sur les plantes, on le sent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est impalpable et qu'on perçoit. Et à l'automne, c'est pareil. On va sentir ce ralentissement, on va sentir que ça se referme complètement. Alors après, on a tempéré. Je pense à Noël, par exemple, quand on met un sapin de Noël. Bon, en rapport avec la chrétienté, ça n'a aucun sens, hein. Je veux dire, à l'endroit où Jésus est né, il n'y avait pas de sapin, hein. Il n'y a aucune chance, hein. Par contre, c'est un arbre toujours vert. Et là, chez les Celtes, ça a un vrai sens, puisque c'est ce nouveau soleil qui va naître et c'est la renaissance en permanence. Et ce sapin, bien sûr, on va voir le hou aussi. Et le hou, ça, c'est complètement celte, puisque c'est le seul arbre qui va donner ses fruits en hiver. Et il est rouge et vert. Donc ça veut dire c'est deux couleurs complémentaires, à l'endroit et à l'envers, les fruits rouges à l'endroit et à l'envers, de l'autre côté des feuilles, le nouveau soleil qui arrive. Donc on voit que comment on va mêler les saisons et les cycles. Alors ça ne veut pas dire que dans d'autres pays c'est vrai, parce qu'il y a des pays selon l'endroit où ils vont être placés sur la Terre, les saisons ne vont pas être pareilles, soit elles ne vont pas être dans le même sens, soit elles ne vont pas être aussi marquées. Mais il se trouve que ce qui nous intéresse nous, c'est notre civilisation, et que cette civilisation plutôt méditerranéenne, eh bien, respectait exactement ces fêtes. Euh, Comme tu viens de le dire, l'automne nous invite, l'être humain, à intérieurement accepter. Tu l'as dit aussi, hein, accepter que bah, finalement on doit commencer à rentrer sous terre et à rentrer dans une certaine forme d'immobilisme. Et j'en viens encore une fois sur cette idée de est-ce qu'on choisit réellement. Et sur le fait qu'il y ait autant d'agitation, c'est parce que est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on va à l'encontre de ce que nous demande l'invitation de la nature ou de ces fameux cycles. Si, par exemple, on a les week-ends en Europe, c'est samedi, dimanche. Samedi, Saturday, donc journée de Saturne, et le dimanche, c'est normalement le soleil. Mhm. Or, le soleil qui est normalement symboliquement une journée de dynamique, comme par hasard, on reprend après le lundi, le début de semaine, lundi, la journée de la Lune. Alors, on devrait peut-être beaucoup plus déjà être dans une activité le dimanche, au lieu de faire la fête le samedi. Et puis, on peut comprendre qu'on est un peu déprimé quand on commence à une activité, le travail, le lundi, alors que c'est la journée de la Lune qui, elle, normalement, la nuit, on est censé dormir, ou en tout cas dans la phase, j'allais dire, peut-être inconsciente. Donc, on sent ce décalement par rapport à ces cycles, d'une manière générale. Euh, que je sache, notre civilisation moderne est d'autant plus en activité en hiver, alors que l'été, là où le soleil, où c'est la fête, on va aller se faire la farniente sur les plages, ne pas bouger, enfin bref, comme si tout était inversé dans notre rapport à la nature. Et tout à l'heure, tu mentionnais notre société, de la perte de sens. Est-ce que déjà le premier sens, c'est pas le bon sens commun de cette connexion à la nature et que l'être humain, si aujourd'hui il est en perte vis-à-vis de lui-même ou qu'il s'est perdu, c'est tout simplement parce qu'il n'est plus connecté à ces cycles naturels ou à cette connexion avec la nature? Si, c'est probable, mais je veux dire, déjà les cycles, ils ont changé. C'est pas nous qui avons inventé ça, les Romains déjà. Je veux dire, quand on décide de mettre le début de l'année en janvier, il n'y a aucune chance que ça soit là. Je veux dire, le début de l'année, c'est au mois de mars. C'est-à-dire, c'est quand le printemps arrive, c'est quand la lumière arrive. Alors, bah, déjà, il faudrait respecter ces cycles-là. Donc, c'est pas hier qu'on a décidé de changer. On peut pas dire que c'est notre civilisation qui a décidé du jour au Oui, lendemain. oui, on est bien Voilà. d'accord. Donc quand au dimanche, il y a une autre explication, c'est le septième jour, l'esprit se reposa. Quand on voit la création, on voit ces sept étapes, et le dernier jour, l'esprit se repose. Et nous, on a associé ça au non-mouvement.
Parce que se reposer, pour nous, c'est rien faire. Sauf que ça ne veut pas dire ça. Se reposer, ça veut dire se poser à nouveau. Mais ça ne veut pas dire rien faire. Donc on considère, pour que la lumière descende dans un corps, il faut que ce corps soit immobile. Et c'est pour ça qu'on a associé le repos à l'immobilité. Donc le jour de Dieu, c'est-à-dire le jour où la lumière descend, on ne doit pas rien faire, on doit accueillir. Alors c'est pour ça que c'est là où il y avait les périodes religieuses, parce qu'on se met dans un état où on va recevoir la lumière. Et on associe ça à pas d'action. S'il n'y a pas d'action, parce que celui qui est en action, c'est comme celui qui parle n'écoute pas. C'est-à-dire quand quelque chose sort, il n'y a rien qui peut rentrer. Et là, c'est l'occasion de dire, bah, on fait rien, on présente la coupe et on va la remplir. Donc c'est normal, je dirais entre guillemets, que dans notre civilisation, à ce moment-là, le dimanche, on ne fasse rien. Alors après, est-ce que c'est bien qu'on fasse quelque chose maintenant, puisqu'on n'a plus de jour finalement pour recevoir la lumière, puisqu'on a décidé maintenant que dans notre société, et c'est un problème majeur de notre société, c'est qu'on n'a pas vécu en association avec la nature, on l'a plié. C'est-à-dire qu'on l'a plié à nos désirs. Le problème, c'est quand on plie quelque chose, un jour ou l'autre, ça se déplie, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe. Alors maintenant, vis-à-vis de la nature a détruit la vie 5 fois sur Terre, hein, complètement. Il n'y a plus rien eu, hein. Le nombre d'espèces qui sont effacées par la nature, c'est tous les jours, hein. Alors ça ne veut pas dire que nous, on est très très méchants, on pollue, on détruit plein de trucs. Je veux dire, la nature aussi fait ça. Arrête pas de faire ça, hein. Et peut-être un jour l'homme n'existera plus. Je veux dire, la Terre c'est comme un chien, quand elle a trop de puces, elle se gratte. Donc peut-être qu'un jour, il y aura une catastrophe suffisamment importante pour que l'homme soit éradiqué. Et la Terre n'aura pas un soupçon d'idée de dire c'est mal. Quand il y a un météorite qui tombe sur la Terre et qui efface les dinosaures, personne n'a dit la Terre c'est mal. Donc il y a aussi deux mesures en disant nous on est très très méchants, on est à l'encontre des cycles, on pollue, on fait. Mais je veux dire, quand la Terre décide par exemple un cycle change sur Terre, on s'aperçoit d'ailleurs que les climats sont beaucoup plus toniques. Pourquoi? Parce qu'on a eu 5000 ans sur Terre de climat modéré. Mais c'est une exception sur la Terre. Je veux dire, si on remonte dans les temps géologiques, c'est toujours très chaud, très froid. Donc, évidemment, pendant cette période, on s'est reproduit comme des malades, parce que c'était une période qui nous était très favorable. Mais ce n'est pas un cycle naturel de la Terre, ça. Ça veut dire que si demain la Terre décide de changer de cycle et qu'il fait très chaud, très froid, très vite, ça va être réglé, notre problème, hein. Et il n'y aura pas un cas d'espèce. On a toujours le vieux complexe judéo-chrétien qui dit que nous on est très méchants, on est les enfants du péché, on pollue le monde, bon, on fait ce qu'on peut aussi, hein. Je veux dire que la nature est pas tendre non plus, hein. Je veux dire, quand elle règle ses comptes, elle règle ses comptes. Donc ça, c'est un peu la relation que j'aurais moi avec le monde. En disant, bah, on s'est adapté au milieu, tant mieux pour nous, ça va durer le temps que ça va durer. Et puis, bah, autrement, alors c'est évident qu'on a la chance ou la malchance de pouvoir maîtriser ces cycles. C'est-à-dire qu'avant, en hiver, il faisait froid, l'été, il fait chaud, effectivement. Bah, maintenant, on a du chauffage, on a des manières de réguler la température qui font que finalement, les cycles, on s'en fout un peu parce qu'on fait ce qu'on veut. Alors, quant à dire qu'on est beaucoup plus actif l'hiver que l'été, il y a aussi des raisons à ça. C'est que notre corps fonctionne aussi par stratégie. Donc, fonctionnant par stratégie, quand il capte de l'énergie de l'extérieur, il n'a aucune raison d'en fabriquer, puisqu'il la capte de l'extérieur. Donc il va se mettre plutôt dans un état immobile pour capter cette énergie. Donc quand il va faire chaud, on va avoir tendance à avoir cette immobilité, et surtout on va manger moins. Ça nous paraît complètement normal de bien manger l'hiver, puis pas manger l'été. On va dire, bah ouais, mais c'est parce qu'il fait chaud, j'ai envie de manger des salades. Ouais, mais pourquoi? Mais parce que je capte de l'énergie autrement. Et comme je capte de l'énergie autrement, je vois pas pourquoi je prendrais de la matière pour la transmuter en énergie. Donc, on va avoir ce phénomène qui va dire que... Alors après, l'adaptation au milieu, je veux dire que les saisons n'ont pas attendu la civilisation. C'est-à-dire que, est-ce que au Moyen Âge, quand il faisait très chaud, les gens travaillaient comme des fous? Non, pas plus. C'est-à-dire que on le voit en Espagne, on le voit dans des pays où il fait chaud. Bah, quand il fait trop chaud, on ne travaille pas, puis on va changer le cycle en fonction de l'adaptation au milieu. Et puis morphologiquement, on va changer. Je veux dire, les gens qui habitent en Afrique, ils vont devenir minces et longs pour limiter l'évaporation, par exemple. Alors que dans les pays du Nord, ils vont devenir petits et trapus pour garder la chaleur à l'intérieur. Donc il y a aussi des adaptations au milieu. Et ces adaptations au milieu, elles n'ont rien à voir avec le cycle. Ah, c'est pas bien, faut manger de la viande, faut rester végétarien. Bah, va expliquer ça aux Inuits, par exemple. Eux, ils bouffent que du phoque. Il n'y a que ça, tout le temps. Donc, s'ils sont végétariens, ils sont morts. Donc, adaptation au milieu, il y a une civilisation entière qui a vécu que du phoque. Ils mangent rien d'autre. Et ils vivent très bien.
Donc, il y a aussi des notions psychologiques, des notions d'adaptation, des notions culturelles, des notions politiques qui font que. Alors, c'est sûr qu'après, c'est un peu la manière dont on s'alimente. C'est sûr que si on respectait les cycles de la nature et les produits aussi, je veux dire, un produit qui vit, qui naît sur un lieu où nous, on est né, c'est sûr qu'il va être bon pour nous. Un produit qui vient de l'autre bout du monde, à une période, manger des fraises à Noël, choses comme ça, c'est sûr que notre organisme ne va pas comprendre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on est habitué à manger n'importe quoi, n'importe comment, et peut-être que si on recommençait à manger dans un cycle, on serait tous malades. On ne sait pas, puisque c'est aussi l'adaptation au milieu. Donc c'est pas si simple pour moi cette vision du monde. Mais c'est pas la première fois, je veux dire, ça remonte à Cain et Abel. Je vais dire l'histoire, c'est quoi? C'est Cain et Abel, il y en a un qui est agriculteur, et puis il y en a un autre qui est pasteur. Et dans les textes, il est mis l'odeur de l'Holocauste plut aux narines de l'Éternel. C'est-à-dire que Cain, il a proposé des légumes, et Abel, il a proposé de la viande. Et l'Éternel a préféré la viande. Alors on va dire, on ne comprend pas. Alors l'Éternel, il préfère la viande et pas les légumes et tout. Mais si, parce qu'en réalité, il oppose les nomades et les sédentaires. En réalité, les docteurs juifs qui ont écrit ce texte à ce moment-là, ils se sont dit, voilà, si on reste sédentaire, c'est notre mort. Par contre, si on continue à être des pasteurs et à courir, alors pourquoi? Parce que quand on est pasteur, quand il n'y a plus à manger, bah il n'y a plus à manger, quoi. Donc on ne se reproduit pas. Donc, par contre, quand on est sédentaire, bah il n'y a plus à manger, on cultive. Et on se reproduit, puis on cultive, puis on se reproduit, puis on cultive, puis on se reproduit. Bah, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On peut dire que notre malédiction, ça a été l'agriculture. C'est terrible de dire ça. Mais ça veut dire que ben, on s'est reproduit trop, parce que justement, on a eu ce pouvoir de plier la nature. Alors après, il y a le problème, ça pousse mieux chez lui que chez moi, donc je vais lui foutre sur la figure, et la guerre naît de l'agriculture, puisque je vais aller lui piquer son territoire. Et ça, les anciens avaient compris ça. Et c'est pour ça qu'ils nous ont fait l'histoire de Caïn et Abel. Avec un paradoxe très étrange d'ailleurs, parce que Caïn, il tue quand même son frère, et il n'est pas tué par les gens. C'est-à-dire que quand il part, il dit ouais mais les gens ils vont savoir que j'ai tué mon frère donc ils vont me tuer et l'Éternel le marque au front en lui disant non si on te tue toi c'est comme si on me tuait moi. Donc personne va te toucher. Donc il protège, l'Éternel protège l'assassin. Donc c'est un peu curieux comme représentation. Donc voilà, alors quant au libre arbitre, moi je pense que tout est écrit mais on a le choix dans tout ce qui est écrit. Et c'est là où est le libre arbitre. Je suis une voix, j'arrive sur le chemin de l'alchimie, je travaille, je fais des choses, et à un moment, bah, devant le cap, devant le passage, devant le choix de rester dans le cercle ou aller, j'ai le choix. Et il est là le libre arbitre. J'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais pas, personne ne me forcera à y aller. Je resterai dans le cercle. Si j'y vais, j'y vais. Donc c'est pour moi à chaque seconde, il est là ce libre arbitre. Alors après, peut-être qu'on le perd. C'est-à-dire que plus on avance sur la voie, plus on devient serviteur, et au moment où on est serviteur, bah quid du libre arbitre. En sachant pourtant que bah on a le choix de dire j'arrête quoi. Et dire ouais je vais exploser, bah tant pis. Bah j'arrête. Ouais bah j'ai plein de trucs qui poussent, mais moi je vais me mettre au fin fond de nulle part, puis je vais pas le faire. Alors, ce que je dis est vrai et faux. C'est-à-dire que c'est vrai, on peut le faire, mais dans les faits, bah c'est pas vrai. Il m'arrive d'aller dans le trou du cul du monde, à l'endroit le plus isolé possible, en me disant c'est des vacances et machin, je vais écrire, je parle absolument pas de ce que je fais, je veux pas, à 100%, à 100%, je vais forcément croiser quelqu'un, je vais avoir quelqu'un qui va me brancher dessus, à 100%. Et je peux pas dire que c'est moi qui l'ai fait. Alors on va dire il y a peut-être une règle d'attraction. Peut-être que quand on est dans quelque chose, justement avec notre bulle de causalité, on va attirer des gens qui sont dans la même causalité. Ou alors, ah, là c'est l'autre pendant, il y a une vraie mission. Et ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper. Mais c'est les deux pendants. C'est conscience ou pas conscience. Libre arbitre ou pas libre arbitre. C'est la question fondamentale de l'humanité, hein. Mais je sais qu'à chaque moment, en tout cas, j'ai eu des choix. Et je les Ouais. ai pris, je Mm, pense. mm. Peut-être c'est un leurre. Peut-être que j'ai l'illusion d'avoir choisi et je sais pas. Je peux évidemment pas avoir de réponse à ça. Oui. Ah, quoi que tu pourras en avoir une. Bah, tu dis évidemment, peut-être que tu pourras en avoir une, ou peut-être que tu veux pas la partager, c'est encore autre chose. Je dis ça parce que tu nous dis d'avoir le choix. Je suis persuadé qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent et comme toi ou moi, et on pourrait se dire, oui, bah, dans ma vie, je sais ce qui me rendrait heureux, je sais ce que je voudrais faire, ces fameuses bonnes résolutions qu'on souhaiterait pour le début d'année et que
On souhaite réellement parce qu'on sait que c'est ça qui nous ferait du Tu sais, bien. je t'arrête 4 secondes, parce que moi, quand je souhaite les vœux, je fais jamais ça. Je dis, je te souhaite tout ce qui est bon pour toi, mais que tu ne désires pas. Ouais, c'est encore autre chose. Voilà, donc on en revient encore une fois sur est-ce qu'on a réellement le choix? Encore une fois, de savoir si s'il était si facile de mettre en pratique ce que l'on sait être bon pour soi, hein, c'est-à-dire que on parlait des conditionnements. On peut avoir certains côté maso, d'autres sadiques, et de le voir hein, et dire mais c'est plus fort que moi. Alors qu'est-ce qui pousse? On parle du programme, du conditionnement, et de se dire moi bah, j'aimerais changer ça et je sais comment le faire. Faire peut-être plus de sport, plus de lecture ou quoi que ce soit. Et pourtant je n'arrive pas à maintenir peut-être dans la distance le fait d'être dans cette pratique, cette assiduité. Il y a toujours cette notion de temps qui est nécessaire pour éventuellement passer un cap. Moi, je comprends ça, mais c'est pas comme ça que j'aborderai le problème, moi. En disant, déjà, le problème majeur, c'est le problème du désir. C'est-à-dire que quand on suit une voie, et on va s'affranchir de ça. Mais ça ne veut pas dire que je m'habille en blanc, que je bouffe des sauterelles et que je m'intéresse plus à rien. Ça veut dire que je ne désire rien, mais je prends tout ce qui passe. Ça, c'est déjà une chose. Désirer quelque chose, c'est se priver de tout le reste. Ça, c'est aussi déjà quelque chose. C'est cette capacité de dire au moment présent, ici et maintenant, je suis toujours à la bonne place. Je suis toujours sur le bon moment. Alors, qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire ça? Les émotions. C'est-à-dire que plus je suis saturé d'émotions, plus j'oublie tout ça. Plus je suis dans le désir, plus j'arrive pas à le faire. Plus on dit toujours dans la voix, on dit le cherchant cherche du travail et l'ignorant des excuses. C'est-à-dire qu'on va toujours se trouver des bonnes raisons de ne pas faire. Mais pourquoi? Parce que on n'arrive pas à maîtriser ses émotions. C'est comme ça. Mais les voies initiatiques vont justement nous conduire à ça. Quand tu fais une expérience avec ton creuset et 10 000 fois tu fais la même chose et que ça marche pas, j'aime mieux dire, ça c'est pas cool, hein. Ça se passe pas en disant ouais c'est génial, quelle abnégation, je vais continuer à le faire, tout va bien, pas du tout, hein. On jette le creuset, on ferme le labo à clé, on dit je reviendrai plus jamais, et les émotions ça y va, hein. On fait pas purifier le métal, hein. Au bout d'un moment, bah, quand toute cette agitation passe à travers le métal, quand je travaille le métal maintenant, c'est plus le métal que je travaille, c'est moi. Donc on va avoir cette purification, mais je ne me rends pas compte, hein. Ça m'énerve hein, à ce moment-là. Puis au bout d'un moment, je dissipe ces émotions. Et à force de les dissiper, je vais arriver dans ce que tu dis. C'est-à-dire cette capacité d'être dans un moment présent, de ne pas être agité, de ne pas dire j'y arrive pas. Parce que en réalité, c'est pas que j'y arrive pas à faire les choses, c'est que je n'arrive pas à faire ce que je désire. Je n'arrive pas à le faire au moment où j'ai envie de le faire. Je n'arrive pas à le faire pour des tas de mauvaises raisons. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable. Ça veut juste dire que je suis débordé par quelque chose qui m'empêche de Oui, le mais faire. comme tu dis, pour des tas de mauvaises raisons, mais c'est pas des mauvaises raisons que d'être agité d'un Non, non, émotionnel. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il est possible, par la voie initiatique, de dissiper cette énergie pour être en colère, pour être agité. Il faut de l'énergie. Mais quand je n'ai pas cette énergie, bah, je ne suis pas en colère et je ne suis pas agité. On a l'expérience quand quelqu'un est en colère, je lui jette un seau d'eau froide, bah, ça le calme. La question, il a toujours les mêmes raisons d'être en colère, pourtant il ne l'est plus. Pourquoi? Parce que pour maintenir sa température, eh ben, il est obligé d'utiliser l'énergie qu'il avait mis dans la colère. Donc ça veut dire qu'il est possible de transmuter cette énergie. Et on peut dire que toute la quête, ça va être de transmuter une énergie qui détruit en une énergie qui construit. Quand on dit tu as une grande colère, bah fais-la disparaître si c'était si simple. Mais par contre, si je te fais courir 25 fois le tour du pâté de maison, bah tu vas plus être en colère puisque tu n'auras plus l'énergie pour. Donc les voies initiatiques vont nous mettre à l'ouvrage, vont nous mettre à faire des choses. Et quand je vais faire ces choses, ça va dissiper cette énergie sans que je m'en rende compte. Parce que si je m'en rends compte, mon mental va m'empêcher de le faire. Parce qu'il ne veut pas du tout dissiper cette énergie. Lui, le mental, il veut toujours avoir la main mise dessus. Il veut toujours maîtriser, même dans les mauvaises situations. Et là, l'idée, c'est d'effacer ça, c'est de dissiper cette énergie. Je vais faire un pèlerinage, par exemple. Ça sert à quoi de faire un pèlerinage? Je vais descendre jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et je vais marcher 20 ou 30 km par jour. Et alors, tu ne crois pas que ça va dissiper de l'énergie, ça? Alors bien sûr, si je reste dans cette énergie pendant tout le voyage, ça ne sert à rien, je peux le faire chez moi sur un tapis roulant, hein. Mais si je suis capable de dissiper suffisamment d'énergie, à un moment il va se passer quelque chose, je vais forcément rentrer en contemplation. J'ai plus d'énergie d'agitation, je vais m'asseoir quelque part, puis je vais faire wow. Pof, même si je le fais qu'une fois, même si ça dure qu'un jour, pof, ça y est, il s'est passé quelque chose et je viens d'avoir dissipé. C'est pas prémédité.
En aucun cas, quand j'ai fait ce voyage, je me suis dit, je vais m'arrêter, ça va dissiper mon agitation. Non, parce que sinon, mon mental aurait été là, aux aguets, et puis il m'aurait empêché de le faire. C'est pris dans la voie. Et étant pris dans la voie, ça nous, je vais pas dire ça nous oblige, mais ça nous conduit à des choses qu'on n'aurait pas fait autrement. C'est ça aussi la voie. On dit souvent on se dit pas merci parce que c'est une voie sans merci. Parce que quand le maître il envoyait l'élève en lui disant bah moi je veux apprendre l'alchimie maître et qu'il lui disait balaye l'atelier, bah tu crois pas que ses émotions, son ego, alors il avait la possibilité de dire ce maître il est mauvais, je rentre chez moi, hein. Je suis pas passé au-delà, c'est le dragon qui refuse la lumière. Et puis l'autre, c'est l'humilité, dire lui c'est. Donc bah, je vais avoir la patience d'attendre, je vais ravaler, puis petit à petit, bah, je vais balayer, puis ça aura plus d'importance. Et là, maintenant, je vais acquérir à travers mon balayement une sagesse, une paix. Et maintenant, le maître, il va pouvoir m'expliquer quelque chose. Mais en aucun cas, il va me dire, je vais te faire balayer pour retirer tes émotions. Donc on est conduit, il y a une espèce de, je ne vais pas dire tromperie, mais où on est amené sur une voie initiatique où ça va se dissiper, ça. Et notre problème, nous, occidentaux, c'est qu'il va falloir qu'on invente des méthodes. Donc il faut que je trouve une méthode pour retirer mes émotions. Donc il faut que je trouve une méthode pour ne plus être agité. Donc il faut que je... Mais tout ça, c'est foutu. C'est déjà trop tard. Ça marche pas. En gros, il faut que je sois piégé. Il faut que je me rende pas compte qu'il se passe quelque chose. Et c'est petit à petit que ces émotions vont se dissiper. Et un jour, je vais me retrouver sage sans avoir l'impression d'avoir fait quelque chose pour. C'est ça qui est fort. C'est que c'est pour ça qu'on ne peut pas dire quel travail j'ai fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à partir de quel moment il va se passer quelque chose. En gros, on n'en sait Ouais, rien. les causes et les conséquences dont tu parlais. Ouais. Voilà, on n'en sait rien. Un moment, je vais me retrouver naturellement dans un état. L'opération que j'ai fait 10 000 fois en étant agité, énervé, machin, là, ça va couler tout seul, quoi. Ça va être simple, ça va être facile. J'attends plus rien. Ça m'énerve pas. Ça marche pas, je m'en fous, ça n'a pas d'importance. Je suis au-delà de ça. Au-delà, au sens vraiment, j'ai passé une étape. Et là, ça va marcher. Là, il va se passer quelque chose d'autre. Et je vais avoir un espèce de petit sourire complice en disant, bah voilà, ça y est, là, c'est la récompense de la matière. J'ai compris. Alors ça ne veut pas dire que c'est fini, ça veut pas dire que peut-être quelque chose d'autre va m'énerver après. Et je passerai une autre étape, ainsi de suite, puisqu'il y en a 7, et que chaque étape correspond à une émotion particulière. Donc c'est pour ça qu'on connaît, hein, qu'on a vu la première c'est la maîtrise de la peur, après pour trouver l'ouverture d'esprit, la deuxième c'est d'apprendre à écouter, la troisième c'est apprendre à comprendre l'autre, la quatrième c'est de recevoir la lumière sans succomber à l'orgueil, la suivante c'est dépasser la violence et la colère pour trouver la force de construire, la suivante encore, c'est recevoir la puissance sans succomber au chaos. Et la dernière, c'est rassembler ce qui est épars. Donc, évidemment, on n'a pas un papier en disant de telle date à telle date, je vais travailler là-dessus. Nous, occidentaux, on fait ça. C'est-à-dire, tel jour, je vais prendre un élixir planétaire pour travailler sur ma peur. Et puis, le lendemain, je vais regarder un truc de couleur pour travailler sur ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça doit marcher sans que je m'en rende compte, sans que je puisse m'y préparer. Et là, seule une voix est capable de faire ça. Parce que ça va se manifester quand ça veut. C'est concours de circonstances, on revient toujours à la même chose. Est-ce qu'il y a un concours de circonstances? Est-ce qu'il y a une volonté derrière? J'en sais rien. Tu me parlais du fait qu'on était créateur tout à l'heure. Oui, mais on est aussi créateur et destructeur. Donc ça veut dire qu'on peut aussi induire dans la matière sa propre agitation. On peut aussi... Le nombre de personnes qui n'arrivent pas parce qu'ils ne veulent pas y arriver, parce qu'ils ont peur de réussir quelque chose. À la fois dans la vie et à la fois dans les quêtes, hein. Les gens disent, bah ça y est, t'as réussi à faire ça. Ah bah non, ils sont complètement abasourdis par leur réussite. Les gens qui vont dire, non, pas moi, moi je mérite pas ça. Alors comme on est créateur, bah ça devient vrai. C'est pareil quand on dit, je sais pas ce que je veux. Bah si tu sais pas ce que tu veux, c'est ce que t'as, rien. C'est normal, en gros c'est ce que tu veux puisque tu veux rien. Donc bah voilà. On est maître vraiment de ce destin-là. C'est vraiment nous. Voilà encore une fois le libre arbitre à l'intérieur. Se donner la capacité de réussir, le droit de réussir. Et non pas commencer à quelque chose en disant oh bah je le fais mais je vais rater. C'est évident que je vais rater puisque j'ai pouvoir de création. Et quand je rate, je suis content en plus. Je dis ah je vous l'avais dit, hein, regardez. Mais quel pouvoir j'ai pour rater alors que naturellement ça se serait fait. Donc ça veut dire que j'utilise une énergie qui va à l'encontre. On demande juste soyez neutre, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est pour ça qu'on parle de la voie du Et milieu. pourtant, il y a l'idée d'un savoir-faire.
Il y a l'idée d'un savoir-faire, mais le savoir-faire, il est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut apprendre ce savoir-faire. C'est juste une question de technicité, une question de temps, une question de ce qu'on veut. Mais je veux dire, surtout quand on parle d'alchimie, je veux dire, c'est excessivement simple. C'est pour ça que c'est pas la seule constante. Parce que si c'était la seule constante, tout le monde arriverait. Mais la plus grande difficulté, c'est parce que l'expérimentateur a une place dans l'expérience. C'est ça qui est le plus compliqué. Finalement, c'est se donner l'autorisation de réussir. Je pense que l'alchimie, c'est arriver à un moment, dire, bah voilà, je reconnais mon pouvoir créateur. C'est pas de la vanité, mais voilà, je vais changer le monde maintenant. Et j'ai cette capacité de le faire. Et j'arrête. C'est pour ça qu'on dit aussi, le but, c'est pas d'aller chercher la lumière, elle est partout, mais c'est d'arrêter de l'empêcher de rentrer. Et on a vraiment, c'est fou comme on peut se mettre en travers de soi-même. Cette énergie qu'on met pour se nuire à soi-même. Et ça marche. Mais on ne prend pas conscience que si ça marche dans un sens, ça peut marcher dans l'autre. Qu'est-ce que tu fais de... Tout à l'heure, tu me disais, bon, est-ce qu'il y a que les pensées, le verbe créateur pour être dans les outils de la création? Quelle est le place, j'allais dire du cœur ou des sentiments dans C'est cette pas la même histoire? chose pour moi. C'est-à-dire que Hmm. les sentiments, c'est de l'émotion. Et l'émotion, c'est émo. Et émo, c'est le sang. C'est pour ça qu'on l'a placé au cœur, d'ailleurs. Mais ça, c'est de l'agitation. Par contre, le cœur, c'est l'amour. Ah, là, ça n'a rien à voir. L'amour, c'est la perception de l'unité. Je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi. L'émotion, le sentiment est dans le mouvement. Le cœur est dans l'immobilité. Donc c'est même antinomique. C'est des choses complètement différentes. Les émotions, c'est géré par le mental. Le cœur, c'est géré par rien. Est-ce qu'on peut parler de le vibrer, intérieurement qu'on dit de le vibrer? Euh, Aimer quelqu'un, on le sent là, C'est ça. d'accord? Mais on n'exprime pas. Mais on n'analyse pas. A posteriori, on se dit c'était bien, c'est de l'attachement, c'est du désir, c'est. Mais quand on est dans cet état d'amour, on est immobile, silencieux, aligné, on dit rien. Et on n'en a peut-être même pas conscience. On en a conscience que quand on sort de cet état-là. Mais quand on est dedans, alors j'aime bien dire peut-être que la conscience est le souvenir du fractionnement. Donc est-ce que c'est bien d'avoir une conscience? J'en suis pas sûr. Parce que tous les moments de bonheur qu'on vit, qui sont des moments d'amour, on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça qu'après, quand on va sortir de cet état, le mental reprend et lui, il va trouver c'est quoi qui a fait cet effet-là. Donc il va chercher des causes. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retrouver cet état-là? Et ça marche jamais. Pourquoi? Parce qu'on confond amour et émotion. Des émotions, on peut monter une stratégie, on peut faire, mais l'amour, non. Je veux dire, ça se manifeste ou ça se manifeste pas. C'est bien une manifestation. Alors que l'émotion, c'est nous qui le fabriquons. C'est comme si l'émotion, c'était fabriqué par le corps et l'amour, ça venait d'ailleurs. C'est peut-être la fenêtre qui s'ouvre, c'est peut-être regarder de l'autre côté. C'est peut-être ça l'amour. Donc, pour moi, on sent rien. On peut rien exprimer. C'est au-delà du ressenti. C'est je suis. Je reconnais l'autre comme tel et l'autre me reconnaît comme tel. Et il y a une vraie fusion. C'est pour ça que l'homme et la femme, on est complémentaires. On entend complet en terre. C'est pour ça que les deux font pas la même chose. S'il y en a un et deux qui font la même chose, il y en a un de trop. Et on le voit bien quand on voit dans la langue des oiseaux l'homme et la femme va chercher le feu et l'amène dans le monde, et l'homme fait la synthèse dans son corps et son esprit. Donc on voit bien que la femme elle est Mercure, spiritus, elle amène l'esprit, puis l'homme il est dans la matière, dans la réalisation, mettre dans le réel. Et finalement cette communion parfaite de ces deux natures, qui est un travail alchimique absolument, tout tourne autour de ça, ne peut pas se faire sans amour. On va tendance à avoir le fait au début par technique. C'est-à-dire qu'on va mettre ces deux natures, on va les coller l'une contre l'autre, puis on va les mettre dans une enceinte fermée pour être sûr qu'ils ne partent pas. Mais s'il n'y a pas d'amour, ils vont s'entretuer. D'ailleurs, ça commence comme ça, une noce chimique, c'est représenté par un homme et une femme qui se tiennent par le cou mais qui se battent. Mais quelquefois, l'amour se manifeste à l'intérieur. Et s'il se manifeste à l'intérieur, alors il y a une réelle fusion des deux. C'est celui qui comprend l'autre. Moitié Hermès et moitié Aphrodite, hermaphrodite. C'est ça qui va se passer. Alors cet état d'amour, parce que c'est un état, et pour moi c'est un état d'être. Et la passion, l'émotion, elle est dans le temps qui passe, elle est chronologique, elle est étalonnable, c'est-à-dire que pour ressentir un certain plaisir, je serais obligé de faire toujours plus. C'est comme si nos fenêtres de perception du plaisir, elles étaient limitées, elles n'étaient pas vastes. Par exemple, je mange un sucre, c'est sucré. Je mange 2 sucres, c'est sucré. Je mange 10 sucres, c'est sucré. Je mange 11 sucres. Ah,
Maintenant, pour avoir le même goût sucré que j'avais quand je mangeais un sucre, il faut que j'en mange 11. C'est comme si ma plage de perception, elle s'était déplacée et que le zéro maintenant était à 10. Donc ça veut dire que maintenant, je vais être obligé de me goinfrer de sucre pour avoir le goût sucré. Si je veux que ça s'arrête, eh ben, je ne mange pas de sucre pendant 6 mois. Et là, ma plage de perception, elle redescend à zéro. Et étant redescendu à zéro, maintenant, quand je vais manger un morceau de sucre, ça me fera le même effet que quand j'en mangeais 11. Alors, c'est pas vrai que pour le sucre. C'est vrai pour tous les plaisirs. Il y a une espèce d'étalonnage, une espèce de montée en puissance nécessaire. Alors que l'amour, c'est pas du tout ça. L'amour, c'est tout de suite, on n'aime pas un peu. On aime ou on n'aime pas. On est dans cet état ou on n'est pas dans cet état. Mais c'est pas progressif. Ça nous tombe dessus ou ça nous tombe pas. C'est pour ça que c'est pas raisonnable. C'est pour ça que ça peut rentrer en collision complètement avec la raison. En disant, bah non, tu peux pas faire ça, tu peux pas être dans cet état, tu peux pas. Bah si, ça tombe dessus quand même. Et c'est pas du tout mental. Lorsque tu nous disais tout à l'heure que celui qui avait ouvert vers l'envers, il avait l'occasion de créer autour de lui une bulle et d'en faire profiter les autres. Alors, déjà, première question, de quoi dépend le diamètre de la bulle que tu auras autour de toi? Ah, le diamètre, ça va dépendre de ta capacité de laisser passer quelque chose. On peut dire qu'on revient à l'ego. Plus je suis transparent, plus ça passe large. Forcément, parce que je vais dire, on n'y est pour rien, quoi. On veut juste dire, on est un vecteur, on est un fil électrique. Et on peut dire que moins le fil fait résistance, bah, plus ça passe. Alors la contrepartie avec ça, c'est que ça marche. C'est-à-dire que bah, ma bulle, elle va être large, donc je vais convaincre. Donc deux phénomènes peuvent se produire. Le premier, c'est les gens vont dire, ah, c'est merveilleux ce que tu fais, c'est extraordinaire, c'est qu'est-ce que t'es bon, qu'est-ce que... Hop. Alors moi, c'est mon ego qui prend cette fois. Donc par conséquent, je deviens plus épais. Si j'accepte ça, ce message devient plus épais, je laisse moins passer la lumière. Donc la bulle réduit. Et donc les gens vont finir par dire, je vais être obligé de transformer ce don de lumière en ego, en manipulation, en la volonté de convaincre les gens. Je vais être obligé de briller au lieu d'éclairer. Et pour briller, bon, je dis toujours, il faut être bien poli. Hein. Et à ce moment-là aussi, pour exister, moi, je vais avoir besoin du regard des autres. Alors que si je suis transparent, je me fous du regard des autres. Ça passe à travers moi, point. C'est comme ça. Donc ça, c'est cette première étape, c'est je commence à rayonner vers les autres, c'est la tentation du maître, c'est de devenir un gourou. C'est-à-dire, c'est de dire, bah, je peux en tirer des avantages finalement. Je vois pas pourquoi je me casserais la tête alors que je leur donne plein de trucs et finalement ça mérite un retour. Je me donne des justifications et ça, le mental, il est très fort là-dessus. Donc, évidemment, le diamètre va dépendre de l'épaisseur de mon ego, on peut dire aussi. C'est plus mon ego sera épais, bah, plus la bulle de causalité sera petite. Alors, dans quelle mesure on est créateur dans cette histoire, sans que l'ego s'accapare la chose? Mais c'est vraiment la plus grande difficulté. Maintenant, on peut dire que généralement, on va acquérir cette capacité après un long chemin. Et ce long chemin va faire qu'on va vraiment se dépouiller. Donc quand on arrive à la porte, finalement, l'ego, on s'en fout. Et c'est rare ici. C'est pour ça que le risque, c'est des gens qui sont touchés par quelque chose alors qu'ils ne sont pas prêts. C'est j'ai trouvé un livre, j'ai dérobé un secret, je ne sais quoi, j'ai fait quelque chose. Je ne suis pas prêt à le recevoir et je le reçois. Je le reçois trop tôt. Et là, c'est l'ego qui peut arriver dessus. En disant quel pouvoir est le mien. Et à ce moment-là, bah, le terme, c'est vraiment dévoyer, quoi. C'est vraiment perturber cette voie qui menait vers la lumière et là qui mène vers moi maintenant. Et donc ça veut dire que au lieu d'être un vecteur, je deviens un obstacle. Et ça veut dire que j'empêche les gens de venir sur ce chemin. Je les perds un peu sur ce chemin. Alors c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est permanent. Ça veut dire que ça peut être une tentation. Et ça veut dire qu'à un moment, je peux comprendre, au bout d'un certain temps, que bah, ce n'était pas une bonne idée, puis je me dépouille à nouveau. On a des gens comme ça, qui étaient des gourous, puis qui sont devenus des maîtres, et qui sont devenus extraordinairement bons alors qu'ils étaient les derniers des derniers. Parce qu'à un moment, il s'est passé quelque chose, et même pour eux. Et, et le risque, c'est la tentation. On a toujours la tentation de son grade. C'est-à-dire qu'on aura toujours à un moment, on est vraiment sur le fil en se disant, bah, j'y vais pas. Et là, encore une fois, il y a le libre arbitre. C'est-à-dire, j'ai le choix, finalement, de rester un maître ou de devenir un gourou. C'est moi qui décide. Personne ne va me pousser ni d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est à moi d'avoir le discernement, d'avoir la sagesse, d'avoir... Avoir le discernement, est-ce que ça s'apprend pas? Non, mais je pense que ce discernement, il va s'acquérir par dépouillement.
C'est-à-dire que on passe tous par les travers, hein. On commence tous pour des mauvaises raisons, hein. Raisons d'ego, des raisons de pouvoir, des raisons de ce que tu veux le plus vil. Et puis, au fur et à mesure, en passant à travers, on s'en dépouille. Et une fois qu'on s'en est vraiment dépouillé, ça n'a vraiment plus de prise pour nous. Et ça n'a vraiment plus aucune importance. Et je pense que quand on arrive au bout et que tout ça n'a plus d'importance, là, on est un bon maître. On a toujours la tentation aussi d'aider son disciple, d'aller au-delà, d'être, comment dirais-je, faible avec lui, alors qu'il faut qu'on soit fort. Pourquoi par amour, entre guillemets. Mais ça ne sera pas de l'amour, là. Ça sera de l'attachement, ça sera de l'émotion. Le maître doit être dur, enfin, il doit être juste. Et il peut être perçu par l'élève comme Comme étant quelqu'un de dur. dur, comme quelqu'un d'un monstre. Alors, moi j'ai l'émotion, tu t'en fous? Bah ouais, il se passe des trucs horribles autour de nous, ça n'a pas d'importance pour toi? Bah ouais, je m'en fous complètement. Donc ça peut être très mal perçu, on n'a plus les mêmes intérêts, on n'a plus les mêmes buts, on n'a plus les mêmes envies. Donc on peut rabrouer quelqu'un en lui disant mais ce que tu fais n'a aucune importance, alors que pour l'élève c'était très important, même si c'était une bricole pour toi. Donc il va y avoir aussi un moment cette espèce de résistance, d'avoir envie de, de, de résister à envoyer voler son élève. En lui disant t'as pas travaillé, en lui disant c'est pas bien ce que tu as fait. Il va falloir l'encourager sans le flatter. C'est un vrai travail. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir 12 millions de disciples. Parce qu'avoir un disciple, c'est comme avoir un enfant, il faut l'élever. Il faut s'en occuper tout le temps. Et on ne peut pas laisser un moment, c'est comme une plante. Je veux dire, si je l'arrose pas, si je retire pas les mauvaises herbes, il peut partir de travers. On va vraiment avoir cette notion à un moment, vraiment un travail de chaque seconde. Et puis en plus, le disciple, c'est celui un jour qui va prendre le flambeau. Et il ne faut pas oublier que le flambeau, c'est comme un témoin. C'est-à-dire, il n'y en a qu'un qui peut le porter. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on l'a donné à quelqu'un, nous, on ne l'a plus. Donc, ça veut dire qu'on est passé de l'autre côté, hein. Ça veut dire que maintenant, bah, il est responsable de ça, hein. Il faut être sûr, hein. Parce que sinon, la branche s'arrête, hein. Et on arrive dans ce qu'on disait au début, bah, peut-être qu'il n'y a plus quelqu'un pour transmettre, peut-être qu'il n'y a plus quelqu'un pour la tradition, et voilà, moi je suis passé de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Et on ne peut pas dire, bah, après moi le déluge, on verra bien, quoi, ça n'a pas d'importance. Donc c'est une responsabilité énorme d'avoir un disciple. Non seulement au regard de celui qui transmet, mais au regard de la voix même. Parce que ça veut dire que si lui, on s'est trompé, et que le témoin qu'on lui a donné, bah, il s'éteint, bah, c'est foutu. Ouais, est-ce qu'on peut dire réellement qu'il s'est trompé, puisqu'on dit que l'élève arrive quand le maître est prêt, mais on pourrait très bien dire aussi que le maître est prêt quand l'élève arrive. Oui et non, mais c'est pas toujours le disciple qui se trompe, ça peut être le maître, hein, justement par émotion. En disant je sais parce que ça m'est arrivé. Donc c'est décider que tiens lui il a l'air bien, je vais lui transmettre. Puis c'est des années, c'est pas 3 heures quoi. Donc on va travailler, on fait des trucs, des machins, et il a des travers, et il est pas bien, et c'est ceci, et c'est cela. Ce qui est normal, hein, c'est dans la voie. Puis à un moment on se dit bah voilà, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Et là il y a quelqu'un dans l'ombre qui la voix elle fait pouf, elle fait c'est lui là. Moi je l'avais pas vu. Et ça veut dire que la voix a touché juste. Alors évidemment, ça va à l'encontre, t'imagines. Toi, tu te dis, alors je me suis trompé, j'ai perdu mon temps, j'ai amené quelqu'un sur une voie qui n'était pas la Ah bah c'est sienne. le creuset, on y est encore à une autre étape, mais c'est la même chose, hein. C'est ça, et puis tout tourne dans notre propre tête. Et puis quand c'est quelqu'un d'autre qui est touché par la voix, ben on voit, on revient au même niveau. Est-ce qu'il y a une conscience? Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Ou est-ce que c'est la voix qui a choisi? Ou est-ce que c'est purement mécanique? C'est pas passé sur un, ça rebondit, ça a touché l'autre, point. Donc je ne sais pas. Mais le discernement aussi, c'est très 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 délicat de trouver un disciple. C'est très délicat. En plus, c'est pas toi qui vas chercher le disciple, c'est lui qui vient vers toi. Et à toi de le reconnaître. Et c'est pas évident parce que les critères de choix, c'est quoi? C'est il a une bonne tête, c'est il est intelligent, c'est il écoute ce que je dis. On voit, moi je sais pas, j'ai des gens avec qui j'ai travaillé qui semblaient très enthousiastes, très bien, très merveilleux, qui foutent rien, et d'autres qui sont sur le retrait et qui travaillent bien. Donc, il n'y a pas de règle, il y a juste la règle du cœur et pas la règle de la tête. Mais c'est difficile parce qu'on a tendance justement à avoir des causes et des effets. Donc on dit, voilà, lui il a une tête qui ressemble à ça, il s'intéresse, il fait ceci, il fait cela. Donc, puis là, bon, il y a un truc qui ne trompe pas quand même, c'est le cœur. C'est-à-dire quand quelqu'un est bon,
quand il n'est pas vaniteux, quand il dit pas à tout le monde, vous avez vu, c'est moi le disciple. Bon, déjà, c'est un critère. Quand il est humble, quand il est discret, c'est déjà un critère important, quoi. Tu as mentionné tout à l'heure deux diapasons Mhm. et que pour que l'un rentre en résonance avec l'autre, alors qu'on ne fait pas sonner l'un des deux, il fallait qu'ils aient la même taille. Mhm. Est-ce qu'il en serait pas de même entre le maître et le disciple? Alors si, il y a une espèce de... C'est un peu comme les gens qui ont des chiens, au bout d'un moment, ils se ressemblent. Euh, je veux dire, oui, il va se passer quelque chose. D'abord, on va être différent, chacun est où il est, et puis après, il y a une espèce d'osmose qui va se faire. C'est sûr et certain. Après, on va vouloir ressembler au maître. Parce que si je lui ressemble, j'aurai plus de chances d'y arriver. On a des fantasmes aussi, hein. On va dire, si il a une barbe, je me laisser pousser la barbe. Ou on imagine tous les accessoires nécessaires pour que ça marche mieux. Encore des rituels, encore des trucs qu'on va inventer en disant il va se passer quelque chose. On va Est-ce parler que, comme lui. bah oui, justement, est-ce que des rituels magiques peuvent aider à cela? Oui, mais pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils nous mettent sur la même longueur d'onde. Mais parce que c'est la plume de Dumbo, ils nous font croire que ça marche. Je demandais à un vieux maître, c'est quoi un objet magique? Il dit, tu veux un objet magique? Je dis, bah ouais, tu m'étonnes. Alors il ramasse un caillou, il me le met dans la main, puis il me dit, voilà, tu vois ton caillou là, t'as une armoire chez toi. Je dis, bah ouais. Bah tous les soirs à minuit, tu le retournes. Voilà, pendant un an. C'est-à-dire que pendant tous les soirs, pendant un an, tu es obligé de rester là et d'être sûr et tu le retournes. Bah, je te garantis qu'au bout d'un an, ton objet, il est magique. Alors c'est un caillou qu'il a ramassé, c'est peut-être un rituel qu'il a inventé 15 secondes avant, hein. Mais ça veut dire que dans disciple, il y a discipline. Donc si tu es capable de t'astreindre à cette discipline, à y penser à chaque fois sans jamais oublier, bah, je vais dire, la force de création que tu mets dedans, que tu vas canaliser à l'intérieur de ce caillou, bah, c'est sûr qu'il va être magique, hein. C'est sûr qu'il va avoir des caractéristiques qui sont étranges. Donc, vraiment, cette notion-là d'objets magiques, de rituels qui vont nous aider, sans aucun doute, hein, mais pas par leur magie intrinsèque, mais par je crois que ce rituel va me faire avancer. Et on bâtit des rituels qui modifient le monde, hein. Le matin, quand on va se raser et tout, tu as remarqué que tu mets toujours ta mousse au même endroit, ta brosse à dents au même endroit. Et s'il y a un truc qui n'est pas au même endroit, ça dérange. Ça veut dire que. Et tu te dis, si c'est pas au bon endroit, il va se passer quelque chose. Genre, la manière dont tu mets ta mousse à raser est capable de modifier l'univers. Donc ça veut dire que je viens bien d'inventer un rituel créateur. Alors il y en a, ça devient pathologique, hein, les gens qui ont des Les tocs tocs, ouais, ouais. et qui ne peuvent pas faire autrement. Mais je suis persuadé que pour eux, c'est vrai. C'est-à-dire que s'ils ne le font pas, ça modifie vraiment l'univers. S'ils ont cette peur panique de dire si je ne mets pas le truc, si je tourne pas 3 fois sur moi-même quand je sors de mon lit, le monde va s'écrouler, pour eux c'est vrai, c'est sûr et certain. Et rien ne prouve d'ailleurs que ça ne se produise pas avec ce système de croyance. Donc, le maître et son disciple va inventer un système de rituel, de travail ensemble, tous les matins on va arriver à la même heure, on va se saluer, on va faire quelque chose qui va faire que euh, ça crée un schéma, ça crée quelque chose, une force de construction entre nous. Et alors évidemment, comme l'un va vouloir ressembler à l'autre, c'est obligatoire, c'est sûr, il va parler comme lui, il va utiliser les mêmes expressions, il y a une osmose qui va se passer, il y a une fusion qui va se passer. Alors ça n'empêche pas la spécificité du disciple qui doit être tel quel et qui doit. Léonard de Vinci disait médiocre est l'élève qui ne dépasse pas le maître. Mais ça veut dire que le maître aussi ne doit pas bloquer l'élève à chaque fois qu'il avance un peu, en disant attends, il va me dépasser, c'est lui qui va devenir le maître. Sacrée Donc, épreuve, ça aussi. ah ben oui, parce qu'il va falloir à un moment qui est le don du maître, quoi, qui dise bah vas-y, maintenant tu es aussi fort que moi, faut accepter ça. C'est pas du tout évident. Et puis dire aussi, bah là, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, bah maintenant c'est toi le maître, moi je m'en vais. Et je repars sans me retourner. On sent un léger pincement au cœur quand même. C'est un peu comme son fils, hein, ou sa fille, hein. Donc on a vécu, on l'a élevé, on a travaillé avec, et puis il peut en rester 15 comme Highlander. C'est qu'il y en a qu'un qui peut avoir le flambeau. Et le maître, lui, bah, il s'en va, Gardien de la quoi. porte. Ouais, il garde la porte où il s'en va, il passe de l'autre côté. Donc ça veut dire que jusqu'à quel moment il va dire ça y est, mon disciple est prêt. Il peut retarder aussi, lui.
empêcher le disciple d'aller sur son chemin parce que lui, il veut pas partir. Il est attaché à son disciple. Donc tout ça, ça va faire un espèce de mélange. Et le maître peut éprouver de la jalousie vis-à-vis du disciple. Ah, il est bon, il va vite, il fait des trucs, tu te rends compte, les gens l'écoutent plus que moi. Donc, alors que c'est moi qui ai tout fait. Et à chaque fois qu'il va se passer ce genre de choses, c'est un vrai travail pour le maître aussi. C'est s'il se rend compte qu'il porte la voix, ça transcende tout. Et à ce moment-là, il s'en fout, quoi. Mais ça veut dire que le travail sur l'ego que le maître doit faire est énorme. Il a déjà fait un travail énorme puisqu'il est arrivé au bout de la première étape, en tout cas celle de la pierre. Il a pris puis il n'est pas mort. Donc ça veut dire qu'il a fait déjà une grande étape. Mais il va avoir l'épreuve de l'enfant, l'épreuve de la transmission, l'épreuve de est-ce que je vais accepter de lui donner tout ce que j'ai. Je te rends compte, tu as travaillé toute une vie pour un truc, et puis tu vas le donner à quelqu'un. Il faut que tu aies une confiance absolue, quoi. Il faut que ça soit, c'est le don total, l'altruisme total, la bonté, la bienfaisance, mais ça s'acquiert pas. Et c'est peut-être ça aussi. Le maître a besoin du disciple pour finir son chemin, pour justement être éprouvé, qu'on éprouve sa bonté, en disant bah t'en as plein la bouche, bah vas-y, prouve-le quoi. Vas-y, le truc le plus important pour toi, la dernière chose, tu vas me le donner. Tu vas me transmettre tous tes secrets. Alors la contrepartie, c'est dire bah, je vais te les transmettre si tu les mérites. Alors après, ça va être quoi les mérites? Est-ce que c'est des vrais mérites que je vais chercher chez l'autre ou alors est-ce que c'est des freins pour pas qu'il l'ait? En disant on va aussi justifier, non, non, il est pas prêt pour l'avoir alors qu'il peut être prêt. Donc il va falloir être juste. Donc tout ça, ça va être un travail, c'est un vrai travail de couple, hein, où on va faire quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Et dans cet esprit d'être créateur, est-ce que tu as le sentiment que tout l'univers conspire, si je puis dire, ou répond à ce que tu vibres à l'intérieur? Alors, sans aucun doute, hein, puisqu'on a un pouvoir de création, donc on est capable de couder l'univers, on est capable de, je veux dire, s'arranger pour que tout l'univers aille dans notre sens. Ouais, Quand- ça s'arrête pas, ça s'arrête pas là, quoi. Mais on dit, moi j'aime bien cette phrase qui dit le profane imagine qu'il est un petit point perdu dans l'univers, alors que l'initié sait que l'univers c'est un petit point perdu dans lui. Donc on a cette résonance. Alors ça veut dire aussi qu'on a peut-être aussi par moments, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, peut-être l'écho de la bienfaisance de l'univers. On parle de résonance, quelque chose se met en musique, notre cœur aussi, et en réalité c'est pas notre cœur qui vibre, c'est tout l'univers. Mais comme je vibre à la même musique, de la même résonance, j'ai l'impression d'être tout l'univers. Et je vois par les yeux de tout l'univers, je ressens tout l'univers. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de dedans, il n'y a plus de dehors. Et c'est ça sans doute, cette illumination. Mais encore une fois, ça ne s'explique pas, c'est pas intellectuel. Alors après, se pose la question pour moi, c'est pourquoi j'ai eu cette phrase, regarde comment c'est bien, regarde comment c'est bien fait. Ah, j'en sais rien, je sais absolument pas, parce que c'est pas un truc qui vient spontanément, quoi. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un te prenait à témoin de la création. En me disant, ben voilà, alors là, c'est très biblique. L'Éternel crée, il fait Adam, puis il lui montre tout ça, il dit voilà, tout ça c'est à toi, regarde, contemple. Et là, on est dans cette situation. Puis il monte un truc, il dit t'as vu comment c'est beau? L'autre dit, ah ouais, c'est bien un truc. Ouais, t'as vu comment c'est beau? Donc on a vraiment cette notion. L'Éternel fait visiter le jardin d'Éden et dit à chaque seconde, regarde les belles choses qu'il y a autour de nous, hein. Et c'est très romantique, mais on a vraiment cette espèce de complicité. Alors, j'adorerais, parce que cette complicité, elle aurait tendance à être humanoïde, à être anthropomorphique. Dire avoir un grand barbu à côté de soi avec une auréole ou avec rayonnement qui te fait visiter le jardin d'Éden, t'imagines quand même, ça c'est quand même quelque chose. C'est plus joli que t'extasier sur une petite cuillère. Mais ça se trouve, c'est une transposition de la même chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une conscience. Ça veut dire que moi je perçois et que j'en tire ces conclusions. Mais j'adorerais, hein, j'adore, hein, je lance ici en direct l'invitation, j'attends un message de l'Éternel. Ah, si ça tombe, là, je sais jamais. Oui, et en même temps, tu parlais de la singularité, ce tout, hein, ce premier monde, ce premier univers jusqu'au dixième, et de faire la connexion entre le premier et le dixième. Euh, Peut-être que c'est cette singularité qui s'est subdivisée
indéfiniment, qui, alors à une certaine échelle, à un certain niveau, hein, peut-être qui te voit. Alors, peut-être. Cela étant dit, il y a de plus en plus J'avais reçu un physicien, euh, Philippe de Guillemont. Il a mis au point une théorie qui est très très intéressante sur la notion de l'espace-temps et la manière dont finalement nous sommes créateurs. Et de ce il a réussi à mettre en perspective dans son concept, c'est de parler à son double du futur. Et dans cette idée-là, il nous dit que dans l'instant présent, toutes les potentialités existent. Et que si je veux créer mon futur présent, il suffit que je reste focalisé sur une pensée que j'alimente. Et apparemment, c'est ce que ferait chaque maître, à savoir rester focal sur ce que on souhaite, en tout cas l'élan du cœur, et de pouvoir alimenter ces différentes pensées. Et que en alimentant ce futur potentiel qui aura été choisi, eh bien, ce dernier va venir couler des éléments de manifestation dans mon présent, synchronicité, qui m'indique, entre guillemets, le chemin à suivre. Oui, pourquoi pas. Je veux dire, on est maître de son destin. Donc moi, je suis absolument convaincu que c'est nous qui décidons. Quand on le sait, et quand on le fait exprès. Je veux dire, par exemple, ça nous intéresse absolument pas d'aller voir une voyante. Supposer que ce soit vrai, il y a des gens qui sont très doués, hein, mais est-ce qu'ils indiquent le futur ou un futur le plus probable? On ne sait pas. Mais je veux dire, je me fous de connaître mon futur puisque c'est moi qui décide. Donc ça m'intéresserait si c'était immuable et si je pouvais me préparer à quelque chose. Mais si c'est moi qui décide, ça n'a aucune importance. Donc je suis absolument convaincu qu'on décide de son futur et qu'on a effectivement la capacité, si on focalise son énergie, si on ne la disperse pas dans tous les sens, de réaliser quelque chose. Mais c'est peut-être aussi le but d'une voie. C'est-à-dire qu'une voie, c'est suivre un chemin et pas 12 000. Ça, c'est encore une erreur de nous occidentaux, c'est que nous, on suit 12 000 chemins en même temps. Mais il y a une raison à ça. C'est que on veut arriver tout de suite. Et donc, si ça marche pas, un truc ne marche pas tout de suite, on se dit pas, c'est pas parce que j'ai pas travaillé, on se dit, la voie est pas bonne, donc je vais choisir un autre truc. Et je vais faire 12 000 trucs, comme ça, je vais aller dans tous les sens. Mais 12 000 pas dans tous les sens, ça va moins loin qu'un 12 000 fois un pas dans le même sens. Donc, je pense que la qualité des voies aussi, c'est cette capacité à nous focaliser sur quelque chose, à nous maintenir sur le chemin. Alors par tous les moyens possibles, hein. Je veux dire, au début, le disciple, il va dans tous les sens, hein. Il est le premier à aller chercher des trucs à droite à gauche. Et on doit de temps en temps comment dirais-je, le remettre sur le droit chemin, sans que ça soit ni du prosélytisme, ni de dire arrête de faire tout ce que tu fais d'autre, tu suis une voie, puis c'est fini. Et pourtant, c'était comme ça. C'est-à-dire que le maître, quand il avait dit quelque chose, il avait dit quelque chose. Il a dit c'est la voie, c'est la voie. Ça te plaît pas, au revoir. Tu n'auras pas de deuxième chance. Donc, mais nous occidentaux, on est consommateurs. Donc on goûte dans tous les sens et on n'arrive à rien. On est des spécialistes de rien, mais on a touché à tout. Donc cette discipline, encore une fois, cette capacité de se concentrer effectivement sur uniquement quelque chose, mais concentrer, c'est trouver le centre aussi, hein. Et le centre, c'est le seul endroit immobile à l'intérieur de notre univers. Donc c'est Le bien cœur. trouver cette immobilité, trouver cette quête à l'intérieur. Donc oui, moi, j'utiliserai pas ça. Je dirais pas que je parle à mon moi du futur. Parce que pour moi, j'existe ici, j'existe dans ce temps, j'existe pas dans le futur. Potentiellement, j'ai plein de futurs possibles. Et il y a plein de lignes de temps à côté de moi dans tous les sens. Et qu'à chaque décision, je vais changer de ligne de temps finalement. Là aussi, tout est écrit, mais j'ai le choix dans tout ce qui est écrit. Et on peut dire que les probabilités sont en fonction de l'énergie que je mets dedans. Par exemple, il est très probable que je me gratte le nez. Et je vais rester globalement sur la même ligne de temps. Il est très peu probable que j'ai des ailes. Et pourtant, il y a une ligne de temps très loin d'un côté où j'ai des ailes. Mais avant de l'atteindre, ça me coûte tellement d'énergie que j'aurai beaucoup plus de chances de me gratter le nez que d'avoir des ailes. Donc ça veut dire que les événements sont possibles, mais ils sont plus ou moins probables en fonction de l'énergie que je vais mettre dedans. Et c'est là, encore une fois, où je vais avoir mon libre arbitre, où je vais choisir ma ligne de temps. Et on peut dire que si je choisis rien, bah, je vais aller dans la ligne la plus probable. Donc là, on peut dire que j'ai un avenir. Et là, si j'ai une bonne voyante, elle va voir la ligne la plus probable. Mais ça ne veut pas dire que ça va être immuable. Ça veut dire que si tu fais rien et que tu n'as pas l'énergie nécessaire pour changer de ligne, alors tu resteras dans cet avenir le plus probable.
Patrick, juste avant que nous nous quittions, au vu des événements qui ont eu lieu un 7 janvier, euh, et de ce dont tu nous as fait part durant cette émission, sur le fait d'être créateur, sur le fait de se laisser influencer, pour pas dire manipuler, par certaines forces médiatiques, politiques, économiques ou autres. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux auditeurs pour rester centré pour les temps présents et à venir? Moi, je pense que le philosophe, encore une fois, cherche la perfection du moment présent. Donc je pense que déjà, il faut vivre le moment présent dans son intensité. Arrêtez de regretter des choses ou d'espérer des choses. Vivez déjà dans votre présent. Soyez complet, soyez plein. Alors avec vos proches, dans le travail que vous faites, dans l'expérimentation de l'univers qui est autour de vous, est-ce que vous faites ça avec la vraie intensité? C'est-à-dire que quand je serre la main à quelqu'un, je suis là, je serre la main à quelqu'un, je ne suis pas déjà parti. Quand j'embrasse quelqu'un, je le prends dans mes bras. On est libre de ne pas le faire, hein. Quand j'ouvre une poignée de porte, j'ai conscience d'ouvrir la poignée de porte. Je ne fais pas quelque chose sans y penser. À chaque fois, je suis dans l'intensité de ce que je fais. Il n'y a rien de plus important que le moment présent. Je suis avec des gens, là on est là, je veux dire, il n'y a rien de plus important dans l'univers que ce moment-là. Puis peut-être que dans 10 minutes, je serai ailleurs, je ferai autre chose, ben, il n'y aura rien de plus important que dans ces 10 minutes-là. Et je ne me dis pas, ah ça va être bien dans 2 heures. Ou tiens, c'était bien hier. Je veux dire, quand c'est aussi dans la vie de couple ou avec des gens, quand on n'a plus que des souvenirs à partager, on n'a plus rien à faire ensemble. On le voit avec le vieux copain d'école ou de régiment. On se voit, puis on se dit, ah, tu te souviens de ça, c'est super, faut qu'on se revoie. Et on se revoit jamais. Et pourquoi on se revoit jamais? Parce qu'on n'a que des souvenirs à partager. Et le souvenir du bonheur n'est pas le bonheur. Donc, vivez l'intensité du moment présent. On a des enfants, regardez vos enfants grandir. On dit, ah, bah, je les fous devant la télé et je vais faire autre chose. Et après, 15 ans plus tard, on dit, ah, bah, on se comprend pas. Bah oui, bah, t'avais qu'à rester à côté pour parler avec eux. Donc, cette intensité du moment présent, pour moi, c'est la panacée. C'est ah, il pleut, bah, je regarde, bah, il pleut, c'est merveilleux. Ah, il fait beau, bah, je regarde, il fait beau, c'est merveilleux. Et j'espère pas que dans 2 jours, il va faire beau, il va pleuvoir. Voilà. Donc, pour moi, être centré, c'est vivre l'intensité du moment présent. Dans chaque chose. Et pas seulement dans des choses magico-lyriques, mystiques, machin, chaque chose. Regardez un brin d'herbe pousser, regardez le chat qui passe, n'importe quoi. Mais chaque chose attire mon attention. Et chaque chose me met dans cette intensité. Donc ça, c'est ce que je dirais. Alors vis-à-vis des événements qui sont passés, des terreurs diverses et multiples qu'on nous assène, euh, bah, le discernement. C'est-à-dire, c'est bien d'écouter ce que dit tout le monde, mais qu'est-ce qu'on ressent, nous? Notre propre cœur. On est prompt aussi au jugement, nous. On est prompt aussi à s'emballer et à régler des comptes tout de suite. Alors l'autre solution, c'est se comprendre. Et pour se comprendre, il faut s'écouter. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont capables, il y a des gens qui sont formés pour être autistes, hein. On le voit, on dit, on voit ce qui se passe dans le monde avec des gens qui sont endoctrinés. Ça ne veut pas dire que c'est de leur faute, ça veut pas dire, mais n'empêche que, je veux dire, ils sont autistes. Ils sont braqués sur un truc, on peut dire n'importe quoi, ça n'aura aucune incidence. On peut dire que c'est des générations perdues. Mais par contre, l'éducation, c'est-à-dire réapprendre aux enfants, je pense que ça commence. Aujourd'hui, si on veut changer le monde, ça passera par l'éducation et par les enfants. C'est obligé. Leur faire comprendre le monde, leur faire aimer le monde, leur faire aimer l'autre. Mais il faut que ça soit fondé, il faut qu'on ait des vraies notions et que tout le monde joue le jeu. Alors est-ce que c'est gagné? J'en sais rien, parce que si tout le monde joue pas le jeu, évidemment, ça va pas marcher. Donc voilà, donc je pense que raconter des contes de fées aux enfants, leur, tout ce tissu qu'on avait, toute cette histoire, toutes ces traditions, de quelque culture que ce soit, hein. Je veux dire, moi on me raconte, on a parlé ici du Coran, et je veux dire, j'ai pas la bouche qui saigne, hein. Donc tous les textes sont des textes, quand c'est des textes de cœur, ils sont importants, et on devrait les enseigner. C'est-à-dire que c'est les ignorants qui se font avoir. Mais dès l'instant qu'on est capable de dire, ben voilà, il y a des textes religieux, vous voulez qu'on en parle? Ben allons-y, allez, on parle de tous les textes religieux, mais d'une manière sensée.
Et maintenant, vous allez comprendre. Et quand vous avez quelqu'un qui va essayer de vous endoctriner en vous disant, ah, tel texte, c'est marqué ça, et que vous direz, non, moi, je l'ai lu, et ça veut dire autre chose, bah, vous n'allez pas vous laisser avoir. Donc, ça veut dire que aussi, bah, on veut avoir un chemin spirituel, bah, il faut s'éduquer aussi dans un chemin spirituel. Et l'éducation n'est pas dogme. On ne vous dit pas c'est comme ça parce que c'est comme ça. Alors évidemment, après il y a des raisons politiques, il y a des raisons, on laisse des mômes dans les cités, on les considère comme moins que rien, et ils perdent complètement leur identité, et puis après on a quelqu'un d'autre qui arrive en disant ah bah il y a un autre endroit, on va vous respecter, on va bah ils y vont en courant, c'est évident. Donc l'idée, je reviens à ce qu'on disait au début tout à l'heure, recréons aussi la fierté de partager la même bulle. Et que, je veux dire, ça fait des siècles, ici, la France, c'est le pays, toutes les immigrations possibles et inimaginables, tout le monde s'est arrêté à la mer, ça s'est bien passé. Plus ou moins, on s'est plus ou moins entretués, mais on a fini par faire des choses, donc c'est toujours possible de faire ces choses-là. Mais pour ça, il faut de la bonne volonté, et il faut avoir cette envie de partager aussi. Mais pour partager, il faut connaître. Pour connaître, il faut comprendre. Et donc, allons-y, parlons, échangeons. Je veux dire, on se targue de parler de spiritualité, d'ouverture d'esprit, mais on reste souvent dans une voie, on reste souvent dans un dogme, on reste souvent. Moi, je le vois beaucoup en alchimie, ça me saoule un peu, les ayatollahs qui, au mauvais sens du terme, qui disent voilà, on est les seuls à détenir la vérité, tous ceux qui disent autre chose, ils ont tort. Faut pas, stop, quoi. Je veux dire, arrêtons avec ça. Et même si les autres ont tort, ils ont peut-être quelque chose d'intéressant à dire quand même. Donc, on peut quand même écouter au lieu de critiquer, mais généralement c'est des gens qui ont peur qu'on pique leur beefsteak, donc ils disent moi je suis le seul à avoir la vérité. Là on est dans le partage. On est dans le sens, quand on dit bah, tu crois que lui il est alchimiste, ma première réaction c'est oui, je le souhaite, j'espère. Après ça peut être n'importe quoi, mais la première réaction ça peut être que bah, je suis ravi. Vous vous rendez compte, il y a une voix, on est là pour la partager. Il y en a un qui arrive en disant voilà j'ai cette voix, merveilleux, bienvenue mon frère, hein. On est là, on sent cette fraternité. Alors après, est-ce qu'il est venu pour piquer quelque chose? Est-ce qu'il est venu pour être vaniteux? Est-ce qu'il est venu pour... C'est autre chose. Je veux dire, on devrait passer au-delà de ça. Je veux dire, si on veut s'entendre, c'est bien le terme, il faut s'écouter. Donc on n'a aucune chance de s'entendre si on ne s'écoute pas. Donc on a l'impression que les gens parlent, chacun dans une direction différente, il y a des bruits comme ça, mais ça n'arrive pas aux oreilles. Puis quand ça arrive aux oreilles, ça rentre pas dans la tête. C'est des sons désarticulés. Alors il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des sages qui aient cette capacité de faire l'échange et qui soient respectés par tout le monde. Et qui ait cette neutralité, qui ait cette connaissance pour dire voilà, lui il est de telle culture, lui il est de telle culture, je vais vous expliquer les points communs et vous allez travailler ensemble, vous allez construire quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'on construit quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble? Aujourd'hui on a envie de construire contre, pas avec. Donc, c'est pour ça aussi que les voix, et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi de distribuer ces voix, de semer ces voix, pour que justement les gens se rassemblent autour de ça. C'est pour ça que j'ai fait le collège aussi, pour que les gens se rassemblent autour de ça. Je veux dire, moi, personnellement, je ne vais pas dire que je m'en fous, parce que je préfère que les gens se rassemblent plutôt qu'ils fractionnent. Mais, je veux dire, c'est cette vraie volonté de dire, on n'est pas bien à parler ensemble de la même chose ici. Pendant qu'on a passé quelques heures ensemble de parler de ça, vous avez pensé à autre chose? Vous avez pensé à vous fractionner? Vous avez pensé à vous détruire? Vous avez pensé à vous haïr? Non. On était tous sur la même longueur d'onde, ce qui veut dire que c'est possible. Et ce qui veut dire que bah, peut-être que la quête, elle est là, quoi. Rassembler ce qui était part. Patrick, un grand merci pour cette nuit en ta présence, d'avoir rayonné humblement à nous éclairer. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Bah, chacun a pris ce qu'il pouvait en prendre. Voilà. Bah écoute, bon vent, plein de bonnes choses, en tout cas pour ce qui est du collège, puisque ça te tient à cœur, et bah forcément ça nous touche, hein, sinon on n'en parlerait pas à la radio. Donc voilà, un projet de livre en cours de route. Oui, je suis en train de finir le Père Lachaise, parce que je fais une série de guides où j'ai fait le Mont-Saint-Michel, où j'ai fait Chartres, et là je finis une visite d'un chemin initiatique à l'intérieur du cimetière du Père Lachaise. Donc c'est un grand cimetière, 44 hectares, hein. Et puis c'est assez surprenant parce que il y a des étapes, il y a des choses à vivre à l'intérieur d'un grand cimetière parisien, avec des tas de symboles égyptiens, magiques. Ça va être encore une promenade pleine de surprises. Merci à toi. Merci à toi.
La suite de nos programmes d'ici quelques instants, une rediffusion qui vous emmènera jusqu'à 6 heures, lors à laquelle vous retrouverez Eckhart Tolle pour l'heure anglaise. Je vous souhaite une très bonne fin de nuit en notre compagnie. Je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau magazine Santé et Spiritualité. Et voilà, bonne nuit ou bonne journée, cela dépend, et à la semaine prochaine.